Rebonjour. Rebonjour. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, on a parlé de sucre avec toi. Puis là, aujourd'hui, on va parler des directives de mouvement sur 24 heures. Je suis vraiment intriguée de ça. Mais d'abord, peux-tu refaire une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, dans le fond, Karine Paiement, diététiste, nutritionniste, fondatrice d'Endorphine Nutrition Sportive, qui s'est liée à Nutri Sans Chichi dans la dernière année. Je suis aussi doctorante en sciences de l'activité physique et chargée de cours à l'Université de Montréal. Et j'ai publié le livre Manger et bouger intuitivement avec Geneviève Nadeau. Beaucoup de choses. Oui. Un gros agenda. Mais c'est cool parce que justement, tu peux comme venir parler autant de nutrition que d'activité physique. Puis là, justement, je veux savoir, OK? Parce que là, tu m'avais amené ce sujet-là, puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi les directives? C'est quoi les directives de mouvement? Oui, dans le fond, bien, les directives en matière de mouvement sur 24 heures, c'est basé sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En fait, c'est que quand on parle de mouvement, c'est soit tu es en train de bouger, soit tu es en train de pas bouger, donc comportement sédentaire, ou soit tu es en train de dormir. C'est les trois habitudes de vie qui sont liées au mouvement. Donc là, il y a des recommandations de quantité et de qualité, disons, pour chacune de ces habitudes de vie-là pour optimiser la santé. Donc, on a observé, on a étudié que le summum de la santé pouvait être atteint si tu fais X, Y, Z de ces habitudes de vie-là. OK. Puis ça serait quoi? Ben oui, on va y aller, on va plonger. Donc, le premier, c'est de bouger plus, parce que généralement, la population ne bouge pas assez. Donc, c'est d'atteindre le fameux 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par semaine. Donc, intensité moyenne à élevée, si on le traduit en contextuellement, comment je me sens, c'est quand tu commences à être essoufflé, que tu peux peut-être encore parler, mais tu ne vas pas faire des longues phrases, là, questions fermées, répondre oui, non, peut-être. Okay. Donc, tu commences à être un peu rouge, donc c'est quand même difficile. Là. En haut de 5 sur 10, mettons, de perception de l'effort. Okay. Donc, 150 minutes réparties sur 7 jours. Bien, c'est pas obligé d'être sur 7 jours, là, mais dans une semaine. Je comprends. OK, fait que si on le dit, mettons que c'est comme 5 fois 30 minutes, mettons. Exactement. OK. Parfait. Pour atteindre notre 150 minutes. Après ça, tu as le fait d'intégrer au moins 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire. Donc, ça peut être, oui, de la musculation classique, mais ça peut être du yoga, ça peut être de transporter tes sacs à l'épicerie. Ça peut être vraiment des choses où tu vas aller solliciter ton système plus ta masse musculaire. Donc, okay. Donc pas juste, par exemple, de la marche ou de la course. Ouais. Donc, renforcement musculaire. Deux fois. Oui. Okay. Puis le plus d'heures possible, là, c'est sujet à interprétation, là, il ne donne pas d'heures exactement, mais de faire des activités d'intensité légère. Donc, d'en faire le plus possible, donc d'éviter d'être assis trop longtemps dans notre journée. Mais y a-tu aussi comme l'espèce de déséquilibre de les gens qui font du walking pad toute la journée? Ils nomment pas dans les recommandations, mais on pourrait y revenir parce qu'effectivement, on a... Ce qui arrive, c'est que les recommandations en matière de santé, je le disais dans l'épisode sur le sucre, mais tu sais, on n'a pas le choix de faire des messages généraux qui s'adressent au plus de gens possible. Mais après ça, quand on regarde du cas par cas, bien, il y a des gens pour qui on veut bouger moins. T'sais, la recommandation, c'est bouger plus, mais il y a pour certaines personnes qu'on veut réduire leur activité physique. Donc, oui, ça peut être trop, notamment si tu as mal aux genoux puis que tu bouges constamment. Il y a quand même des contextes où on veut limiter. OK. Puis au niveau du sommeil, y a-t-il une recommandation? Au niveau du sommeil, dans le fond, c'est de 7 à 9 heures. Puis ça, c'est pour les adultes. Là, tous les chiffres que j'ai dit, parce qu'il y a des recommandations par tranche d'âge, mais mettons de 18 à... Là, je pense que c'est 65, si je ne me trompe pas, là, mais en tout cas, puis après ça, les personnes âgées, c'est autre chose. Mais disons, pour les adultes, c'est de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, de qualité, dans une routine qui est justement une routine qui est régulière, là, si on veut. Là, Donc, oui, si tu es 7 heures dans ton lit, mais que tu te réveilles 4 fois dans la nuit, puis que tu te couches jamais aux mêmes heures, bien, tu ne vas pas nécessairement rencontrer la recommandation. Puis le troisième, c'est au niveau des comportements sédentaires. C'est un maximum de 8 heures assis. Donc, si ton travail est sédentaire, que tu ne te lèves jamais entre 8 et 4, tu es pas mal limite. Donc, un maximum de 8 heures assis, dont 3 heures de temps d'écran, si je me souviens bien. Je regardais mon petit... Oui, c'est ça. Un maximum de temps d'écran de loisir, parce que, tu sais, si on a un travail à l'ordinateur, les recommandations le considèrent. Et une interruption aussi fréquente que possible du temps assis. Donc, tu sais, des fois, là, de se mettre un petit... Mais nos montres font ça, là. Il est temps de bouger, là. Exactement. Donc, d'essayer de ne pas rester trop longtemps dans une même position. Parce que, oui, l'activité physique, ça a des bienfaits, mais le fait d'être beaucoup assis ou en position, justement, sans bouger, ça a d'autres effets négatifs. Donc, c'est vraiment deux comportements, si on veut, de la santé qui sont différents, même si des fois, on a l'impression qu'ils sont interreliés. Tu peux être inactive et non sédentaire, et le contraire aussi. Tu peux être actif et non sédentaire. Je comprends. OK. Moi, le sommeil, ça me fascine, parce que moi, je dors vraiment pas 7 à 9 heures, là. Je suis une boule d'énergie, là.
Tu dors combien d'heures? Ma bague Oura Ring me dit que je dors en moyenne 6h15. Puis, mettons, c'est quoi cette bague-là? On dirait que je la connais Dans pas. le fond, la Oura Ring, tu connais pas ça? Non. Oh mon Dieu, moi, je pense que tout le monde connaît ça. On dirait tellement que OK. comme... Dans le fond, la Oura Ring, ça a des sensors dedans. OK. Puis ça, c'est quand je m'endors, ça, c'est mon sommeil comme paradoxal, mon sommeil profond, mes réveils. Puis tu sais, c'est fou parce que, mettons, cette nuit, moi, ça m'arrive jamais de me réveiller. OK? Je dors, mon 6 heures, absolument, il est comme... Paf. Paf! Cette nuit, je me suis réveillée à 3h24. Puis je l'ai vu sur mon cadran, là. Puis là, je me suis rendormie 3 minutes après. Puis ce matin, ma bague, je check, parce que je me suis dit de mon 3h24 que j'ai vu, et elle a noté mon réveil à 3h24 pour une durée de 4 minutes. Oh, quand même. Fait que ça se base sur le mouvement, Le ta fréquence mouvement, cardiaque. la fréquence cardiaque, la température. OK. Donc, ça vient aussi dire, admettons, mon cycle menstruel en fonction de tes montées de température puis tes descentes. Puis elle est vraiment, moi, elle est précise environ pour mon jour de menstruation, là, plus ou moins 12 heures. Mon Dieu, mais là, j'en veux une. Elle va me dire quand est-ce que je vais avoir une menstruation. Là. Puis Quand quand est-ce que j'ai même. mon ovulation, puis quand est-ce que je suis en période, comme tous les différents stades de mon cycle. Puis moi, j'ai un cycle vraiment irrégulier. J'ai un cycle de 42 à 55 jours, puis elle sait tout. Genre, fait que c'est Impressionnant. Ouais, impressionnant. La Fait technologie, que moi, c'est elle me dit que je combien dors 6h15 en moyenne, puis même la fin de semaine. Là. Puis Tu ça sais, te convient. Pour vrai, moi, la fin de semaine, là, c'est tough dormir plus tard. Donc, plus que 7 heures, là, c'est une grosse nuit. Là. Mais tu sais, en même temps, les recommandations, c'est basé sur... Comment je dirais ça? Tu sais, les courbes, là, au Ouais, niveau c'est populationnel. Fait que, tu sais, ça se peut très bien que toi, tu es dans le début, puis là, Ouais. c'est un podcast, fait que les gens ne me voient pas nécessairement. Mais mettons qu'on s'imagine un U. Oui. Bien, les recommandations, c'est pour la plus grosse C'est partie ça. du U que mettons, 90 puis là, je ne me rappelle pas des chiffres exacts. Ça se peut que ce soit pas 90 là, mais une très grande majorité des gens, dans ce range-là, c'est là que c'est le mieux, mais toi, tu es peut-être Ouais. aux extrémités. Ça vient-tu tenir en compte du fait des gens qui... Comme ça vient... Attends, OK, je vais refaire ma question. Est-ce que ça tient en compte du fait que tu bouges justement le 150 minutes, donc tu as besoin de ton 7 à 9 heures, ou c'est pour tout le monde, même ceux qui ne bougent pas, le 150 minutes? Ah, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est OK. comme... Séparé, là. Oui, c'est séparé. OK. Comme OK. tu as plus de bénéfices si tu combines tout OK. et que tu fais les Je trois comprends. ensemble, mais chaque recommandation est individuelle. si on veut. Individuel. Ouais. OK. Parce OK. que, tu sais, je pense que, mettons, toi, peut-être que tu es correct avec une moyenne de 6h15, Ouais. 6h30 par nuit, mais il y a des gens que 9 heures, ce ne sera jamais assez non plus. Tu sais, il y a C'est des gens qui ont incroyable, besoin ça. de plus. Fait que, tu sais, c'est en moyenne entre 7 et 9 Ouais. heures. Hey, ces mais gens-là, je me c'est dis, ils vivent... ils perdent, ben, Ils perdent des années comparativement à moi, là. malheureusement. Mais en même temps, sûrement, il y a du monde qui aime ça dormir, fait que c'est correct, là. Oui, puis peut-être que toi, ton sommeil est vraiment de très, très bonne qualité. C'est-à-dire, Ouais, justement, c'est ça. que quand tu t'endors, tu sais, comme que ta routine fait en sorte que tu t'endors super bien, Oui. que ton sommeil est comme Et moi, top-notch, je tu es dors dans un de sommeil même, là. profond. Tu sais, Oui, tu oui. dors juste, mettons, 6h15, mais que tu as X nombre d'heures de sommeil profond, puis que c'est Oui. là que tu récupères. J'ai vraiment plus de sommeil profond que le reste. Bon. Comme, selon, justement, encore de la bague, là. Puis je me demandais, j'étais comment j'ai-tu, justement, j'ai pas assez de sommeil, tu sais, avant que je l'aille, puis ça, puis il donne aussi le pourcentage d'efficacité de ta nuit. OK? Mais mettons, même si t'as une nuit de 6 heures, ce qui, eux, considèrent pas bon, ils vont me dire que c'est pas bon, mais ils vont dire que mon efficacité de mon sommeil était, mettons, toujours en haut de 90 Hmm. Donc, Ce qui est quand même c'est quand même bien. bien, là, tu sais. Mais t'es l'exception à la règle, ça, Oui, l'expression? c'est ça, l'exception exactement. à la C'est règle. ça, la règle. Puis peut-être que ça me ferait du bien de dormir 7 heures encore plus, tu sais. Peut-être que j'aurais encore plus de bénéfices, mais que je le laissais... En fait, après, mon corps se réveille tout seul, là, fait que je le laissais pas, là. Tu te forces pas à dormir plus au cas où. Ça l'arrive si je sais que j'ai comme vraiment des nuits qui s'en viennent qui vont être pires, ou si je sais que j'ai eu des nuits qui ont été pires, j'essaie vraiment de comme mettre un Compenser environnement un peu. pour l'optimiser, pour dormir plus longtemps, mais c'est difficile, là. OK. Ouais. Intéressant. Ouais, ça, je pense que tout le monde est différent là-dessus. Mais c'est ça. Fait que là, je voulais savoir, c'est quoi justement les effets d'une sédentarité? Là, tu as parlé qu'il ne faut pas être sédentaire plus que 8 heures à cause ça a des comme, effets nocifs sur le corps. Mhm. C'est quoi ces effets-là? Autant santé physique que mentale? Bien, c'est ça. Effectivement, il y a les deux. Il y a autant physique que mental. En fait, c'est que tu as plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Et au niveau de la santé, bien, plus de risques d'anxiété, de dépression. Donc, de vraiment... Parce que souvent, quand on est en position assise, c'est rare Ouais. qu'on est en position assise devant un mur, là, on va se le dire. Souvent, c'est dans un contexte qu'on est devant un écran, c'est souvent Ouais. lié au travail. Donc, le fait d'être
constamment derrière un écran puis de ne pas beaucoup bouger ou pratiquement de ne pas bouger, c'est que ça va faire en sorte que tu as moins de circulation sanguine. Fait que, tu sais, veux pas, tu es tout le temps dans la même posture. Ouais. Fait qu'au niveau de ta posture, de ta chaîne postérieure, etc., c'est que là, après ça, tu peux avoir certains déséquilibres. Donc, d'où l'importance d'avoir, tu sais, si on a un travail qui est sédentaire, d'avoir un environnement qui est ergonomique, qui peut nous aider à limiter les effets négatifs de ce temps sédentaire-là. OK. Puis ils ont vraiment fait une genre association entre la sédentarité puis l'anxiété, par exemple? Oui. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, parce que, tu sais, l'anxiété, si tu mettons, si tu as beaucoup de temps sédentaire et que tu n'as pas beaucoup de temps actif, bien, là, le stress, on en parlait un petit peu dans l'autre épisode, mais si on fait un petit rappel, le stress, ça fait en sorte qu'on sécrète des hormones de stress comme cortisol, adrénaline, etc. Le but de ça, c'est de mobiliser de l'énergie parce que tu veux soit fuir ou combattre un mammouth. Mais si notre stress, il est derrière un écran d'ordi parce que mon boss m'a envoyé un courriel, puis tu sais, je ne l'ai pas encore ouvert, mais juste de voir que mon boss m'écrit, ça me stresse. Ouais. Mais là, je mobilise de l'énergie, je suis prête à me battre ou à fuir, ce que je ne ferai pas. Je vais rester à mon travail, puis je n'irai pas me battre avec mon boss. Mais je vais avoir cette énergie-là qui est mobilisée, mais ça va rester en suspens. Ouais. Donc là, c'est là que tu peux avoir une certaine résistance à l'insuline qui se développe, d'où le lien avec les maladies cardiovasculaires puis le diabète. Et d'où l'importance de briser les temps sédentaires parce que ça peut venir nous aider à utiliser cette énergie-là. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut absolument comme courir ou faire une grosse activité physique pour venir briser le temps sédentaire. Mais la réalité, c'est que tu peux te lever, faire 3-4 squats, aller aux toilettes, te chercher un verre d'eau, peu importe, puis revenir. Puis déjà là, tu vas avoir comme activé un petit peu ton corps, tu vas faire augmenter un petit peu ta fréquence cardiaque, tu vas avoir changé de posture. Donc, c'est tout ça que tu peux aller chercher comme effet bénéfique de briser ton temps sédentaire. OK. C'est fou parce que j'ai l'impression que, justement, je le vois, mettons, la différence entre moi, quand j'étais avocate, je faisais ça, là, du 8-9 heures, assis à l'ordi, pas beaucoup de mouvement, là, dans le sens que c'était... J'allais à mon meeting. Tu cliques sur ta souris. Bien, j'allais à mon meeting, mettons, déplacement de mon bureau à une autre chaise, mais il y avait peut-être 10 mètres entre les deux, là, tu sais, c'était comme... Puis je pensais que c'était juste le fait que, mettons, je travaillais dans un travail qui était très demandant psychologiquement. Mettons que je revenais chez moi, puis j'avais vraiment des sentiments de morosité, on pourrait dire, tu sais. Mais pourtant, j'aimais mon travail. Fait que là, je comprenais pas pourquoi j'étais morose, mettons. Oui, tu sécrétais probablement pas assez d'endorphines parce que tu bougeais pas assez. C'est ça. Parce que je bougeais juste le matin, mettons. Tu sais, je bougeais avant d'aller travailler, mais tout le reste de la journée, jusqu'à ma nuit, je bougeais plus, là. Oui, fait que c'était peut-être moins optimal. Puis, tu sais, avec la pandémie, il y a beaucoup le télétravail qui est arrivé ici. Donc là, non seulement les gens ont une très grande proportion d'entre nous ont des travaux. Oui, des travails. Un travail qui est sédentaire, mais avant, au moins, tu te déplaçais pour aller à ton bureau. Tu sais, peut-être que tu y allais en voiture, mais peut-être qu'il fallait quand même que tu marches jusqu'à ton auto, que tu te stationnes, que tu marches jusqu'à ton bureau. Versus maintenant, tu sors du lit, puis tu changes de pièce, puis tu commences à travailler quasiment. Là. Donc, beaucoup plus de temps sédentaire depuis le télétravail. Puis, tu sais, il y en avait déjà trop, là. On gagnerait déjà à bouger plus, mais en plus, notre travail est sédentaire puis qu'on ne sort pas de la maison, on devrait essayer de reproduire au moins le déplacement qu'on avait au préalable, ne serait-ce que d'aller marcher dans notre quartier avant de commencer notre journée pour s'aérer le cerveau, pour s'activer un petit peu avant d'aller s'asseoir à l'ordinateur. Mais les employeurs devraient le faire, ça. Oui. Ils devraient c'est eux qui devraient peut-être le mettre en place. Parce que je pense que moi, en tant qu'employé, j'aurais été mal à l'aise de faire, admettons, à chaque heure des squats. Mais si mon employeur dit à chaque heure, le valorise, à chaque heure, vous devriez faire 1 minute de renforcement musculaire, mettons, ben c'est sûr, ça serait avantageux. Donc, s'il y a des gens en RH qui nous écoutent, on vous le suggère. Définitivement. Puis, tu sais, on en parlait peut-être un petit peu dans l'épisode sur le sucre des habitudes de vie, mais on n'a pas abordé le fait que la responsabilité d'améliorer nos habitudes de vie, c'est pas uniquement sur nos épaules comme individus. C'est notre environnement aussi. Totalement. Puis justement, le lieu de travail, les employeurs fait partie de ça. Puis au-delà des employeurs, il y a aussi le volet plus macro, si on veut, là, les subventions justement au niveau du gouvernement qui aident les entreprises à avoir ces soutiens financiers. Il y avait ça avant. Il y avait ça jusqu'en 2019, je pense. Oui, il y avait une genre de subvention là, qui encourageait les employeurs à faire bouger leurs employés, puis tout ça, puis à mettre des habitudes saines en place, puis ils l'ont comme enlevé. Oui, espérons qu'ils le remettent. Oui, ça serait bien. Donc, c'est notre appel politique. Quelqu'un travaille au gouvernement. Ça, c'est une super bonne question que j'ai reçue. C'est quoi ton opinion sur les applications de suivi d'activité
comme les applications montrent qui vont venir comme suivre les pas ou dire combien on a brûlé de calories dans un entraînement ou combien on a fait tout ça, là. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, la première chose, c'est que, mettons, là, en audio, vous le verrez pas, mais moi, j'en ai une montre. Oui, moi aussi. C'est comme une Garmin. Moi aussi. L'affaire, c'est que tout est une question de comment tu l'utilises et pourquoi tu l'utilises, puis comment tu te sens quand tu l'utilises. Ouais. Donc, si je l'utilise puis que ça dicte mon entraînement, c'est-à-dire que je commence à aller courir. OK, moi, je m'entraîne pour un demi-marathon, fait que je vais courir. Si je suis tout le temps en train de checker ma montre pour voir je cours-tu assez vite, je cours pas assez vite, ma fréquence cardiaque est-tu trop élevée, pas assez élevée, puis que ça teinte mon expérience, puis que je m'écoute plus parce que je fais que écouter ma montre, bien là, ça peut me déconnecter de mon corps, faire en sorte que je suis moins à l'écoute de ma limite, parce que c'est pas parce que mon plan d'entraînement me dit que je suis censée faire telle intensité d'intervalle aujourd'hui que je suis obligée de le faire. Non, c'est ça. C'est d'aller avec une approche qui est plus flexible. Ouais. Donc, ça peut nous aider à structurer notre entraînement. Donc, ça peut avoir un effet positif au niveau de la motivation aussi. Des fois, il y en a que ça les motive de voir un petit peu leur stats s'améliorer, etc. Ouais. Donc, ça peut être positif, mais ça peut aussi rapidement devenir négatif, donc prendre trop de place, faire en sorte qu'on ne s'écoute plus, faire en sorte que je check les calories que j'ai brûlées, puis c'est ça que je me permets de manger aujourd'hui. Donc, il y a vraiment comme deux pendants. Il n'y a rien de noir ou de blanc. Ce que j'amènerais peut-être mettons, aux gens à prendre conscience, c'est que des fois, on a l'impression que ça ne nous impacte pas négativement, puis qu'on se dit que c'est que pour nous motiver. Mais le défi que j'aurais, puis là, peut-être que je devance une question de fin de podcast, mais j'en trouverai un autre d'ici là. Mais c'est d'aller courir ou de faire l'activité sportive qu'on aime pratiquer sans la montre si on a l'habitude de l'avoir. Puis voir, est-ce que ça me génère de l'anxiété? Est-ce que ça fait en sorte que j'ai l'impression que ça vaut pas la peine parce que ce sera pas sur Strava? Oui, c'est super bon, ça. Moi, j'ai enlevé Strava. Genre là, depuis que j'ai changé de montre, j'avais une Apple, puis j'ai changé pour une Garmin, puis là, ça disait, voulez-vous connecter, blablabla. Puis là, ça marchait comme pas, ma connexion. Puis j'ai fait, regarde, c'est pas grave. Tant pis, je l'aurai pas, Strava. Puis là, si la connexion, elle a fini par fonctionner, si on me voit sur Strava, mais moi, au moins, je l'ai plus. Dans le sens que, peut-être qu'elle est connectée, mais moi, l'app, je l'ai plus sur mon cell. Fait que, ça se connecte, oui. Ça téléchargera pas, mon Dieu. Peut-être qu'elle le fait parce que, tu sais, mettons, Strava, mettons, sur le Starman, c'est automatique, peut-être. Mais moi, j'ai plus l'application. Puis pour vrai, comme. Toi, tu le verras pas. Mais moi, c'était une app de plus à aller d'un, genre les notifications de Kudo, là. J'étais comme vraiment tannée. Puis moi, ça me créait pas d'anxiété à moi, mais on dirait que je voulais pas que les gens se comparent avec moi. Tu sais, je suis comme un peu un modèle, là, à cause de mon application. Puis Fait que là, j'avais peur que je crée. Puis j'ai un gars sur mon app qui s'appelle Christophe, donc allô Christophe si t'écoutes l'épisode, que lui, dans le fond, il y a vraiment des très grandes et, mettons, bonnes performances, vélo, course, tout ça, parce qu'il s'entraîne, il fait ça vraiment, puis dans le fond, il utilise l'application pour le renforcement musculaire. Il a décidé de cacher ses statistiques quand il pose ses courses. Fait qu'il fait juste montrer combien de temps, mettons, il a couru ou combien de kilomètres, mais pas mettons, 4 minutes 40 du kilomètre. Il a décidé d'enlever ça parce qu'il était comme, je veux pas que les gens se comparent avec moi, que moi, je fais juste ça, courir pour faire du vélo. Puis j'ai tellement trouvé ça brillant, j'étais comme, c'est vraiment nice que tu le vois comme ça, tu sais. Ben oui. Puis tu as le droit de vouloir te motiver, toi, mais de se responsabiliser autant nous-mêmes, avec, comme tu dis, d'enlever notre monde, voir si on a de l'anxiété, puis de se responsabiliser face aux autres. C'est quoi qu'on a comme impact sur les autres quand on fait ça, puis quand on... Oui, puis, tu sais, j'ai envie d'amener la réflexion encore plus loin, c'est que, tu sais, s'il y a que les gens qui sont full en forme, qui font des temps vraiment très performants, qui vont sur cette app-là, bien, t'as comme pas de comparatif, c'est ça, mettons, plus réaliste, si on veut. Exact. Moi, je l'avais pas jusqu'à Strava, comme je boycottais. J'avais une de mes amies qui me disait « Ah, viens, on va se motiver un an. » Puis j'étais comme « Ben, tu sais, j'ai pas le goût de mettre cette pression-là. » Tu sais, effectivement, c'est un réseau social de plus. J'étais comme « Moi, je suis pas tant convaincue, mais là, dans le fond, j'ai déjà fait des marathons, des demi-marathons back in the days, genre 2018 et avant. Puis là, quand j'ai commencé la maîtrise, partir mon entreprise, etc., j'avais comme moins de temps. Bref. Mais là, cette année, j'ai comme décidé de refaire un demi-marathon. Fait que c'est comme un retour à... Mais je voulais pas me blesser. Parce que dans le fond, le dernier, je m'étais blessée. Mon volume d'entraînement n'était pas optimal. Bref, j'avais mal fait mes affaires. Mais là, j'ai décidé qu'une kin m'accompagne pour être sûr que je le fasse de façon sécuritaire, tout le kit. Puis en même temps, pour m'enlever une charge mentale, c'est pas moi qui planifie mon entraînement, fait que c'est bien correct. Mais elle, pour me suivre... C'était comme plus pratique que je me mette sur Strava pour qu'elle voie ma progression, etc. Fait que j'ai comme été un peu réticente au début. J'étais comme, mais je vais te partager mon Garmin. Mais là, elle voyait pas autant toutes les stats. Elle voyait juste, mettons, la durée que j'avais faite, mais pas les intervalles, mettons, elle les voyait pas. Puis je vais dire, OK, je vais y aller sur Strava. Mais c'est vrai que ça fait un réseau social de plus à aller voir.
Mais je me dis, moi, je cours pas vite. Là. J'ai absolument... j'ai déjà couru plus vite que ce que je cours en ce moment, mais je suis vraiment en paix avec le fait que, là, mon demi-marathon, je le fais pour le plaisir, je le fais parce que ça me fait du bien, je cours avec mes amis pour m'entraîner, etc. Fait que, tu sais, j'ai vraiment pas la même mindset que j'avais, mettons, quand j'avais 16, 17, 18 ans, que là, ben ça m'aurait full créé d'anxiété, puis là, je me serais sentie coupable de pas être aussi performante, j'aurais pas mis de photos de moi parce que je serais comme, oh non, je suis pas à mon meilleur. Là, je mets des photos de moi qui a été courir à 30 degrés, puis que je suis toute suante, dégueulasse. Je suis comme, c'est ça la vraie vie quand tu t'entraînes. Fait que je le vois comme une opportunité de montrer qu'on peut bouger intuitivement, que c'est pas grave la performance, qu'on s'en fout, mais, tu sais, je vais faire mon demi-marathon, puis fort probablement que je les installe là après. Il y a comme un contexte où je me dis, genre, ça peut servir autant à moi pour ma progression que peut-être les gens qui sont sur l'app. Il y a juste mes amis, là, j'ai comme mis le truc que c'est juste mes amis qui me voient. À quel point j'inspire grand monde, je sais pas. Mais pour vrai, moi, j'ai tellement ça m'amène tellement de sujets, on dirait, ces applications puis ces montres-là. Parce que, tu sais, juste le fait, admettons, le nombre de pas, mais là, les gens veulent atteindre leurs 10 000 pas par jour. Puis là, je suis comme... Le fameux 10 000 pas. Le fameux 10 000 pas. Là, je suis comme, moi, mettons, quand j'ai eu ma Oura Ring, OK? Puis ma Apple versus ma Oura, j'ai réalisé avec ma Oura Ring que je marche genre 12 000 pas par jour. Je pensais que j'en marchais 7 500. Parce que selon ma montre, j'en marchais 7 500. Puis selon ma Oura, j'en marche genre le double, qu'il n'y avait pas le double. Il y a des marges d'erreur de fou. Il y a tellement des grosses marges d'erreur. C'est comme quel outil que tu fais confiance, là? Je ne sais pas. C'est dans le sens que... Fait que là, rendu là, pourquoi tu fais pas juste te dire comme, je vais essayer d'être le plus active possible? Genre, selon mon horaire, selon ma vie, selon mes circonstances, selon si je suis parent ou pas, d'être le plus active possible sans te fixer. Tu sais, je regarde des gens, là, puis je regarde des stories, puis je veux pas les juger. Là. Je suis dans le you do you, là, mais qui vont aller là, marcher genre à minuit parce qu'ils n'ont pas fini leurs 10 000 pas. Là. Je suis comme, c'est triste. Là. Genre, peut-être que tu l'as fait ton 10 000 pas, mais que ta montre, elle l'a mal calculé. Fait que tu l'as faite. Puis tu le ferais pas, cette marche-là, de 20 minutes à minuit. Là. Tu irais te coucher, là, tu sais. Mais là, tu fais ça parce que ton outil de mesure t'a dit que tu as échoué. Ben oui, ça, c'est triste. Là. Non, définitivement. C'est ça. Tu sais, comme la ligne, elle est mince entre ça m'aide versus ça me nuit. Puis des fois, je pense que ça m'aide, mais comme dans ce cas-ci, peut-être que la personne pense que ça l'aide parce que ça lui a permis d'atteindre. Mais peut-être que ça lui nuit parce que ça va nuire à son sommeil, elle va moins dormir, puis le lendemain, elle va être plus poquée. C'est ça. C'est un gros sujet. Ça serait un sujet complet de podcast, pour vrai. On m'a demandé... J'entends beaucoup sur les réseaux que certains entraînements pourraient augmenter notre cortisol et nous faire gonfler quand un type d'entraînement n'est pas fait pour nous. Est-ce que c'est vrai? Mon Dieu, bien dans le fond, rappelons, cortisol, c'est l'hormone du stress. Bien, effectivement, l'activité physique, c'est un stress sur notre corps. C'est ça qui fait qu'on progresse parce qu'on stresse notre corps puis qu'il se rend compte qu'il y a besoin de générer plus de masse musculaire ou de faire en sorte que notre cardio s'améliore pour qu'on puisse s'adapter au prochain stress. Donc, les entraînements qui sont très intenses, par exemple des gros intervalles ou quelque chose qui est vraiment plus, tu sais, qu'on va topper notre 9 ou 10 sur 10 d'intensité, c'est effectivement... Ça peut faire en sorte qu'on sécrète plus de cortisol, mais le cortisol, c'est un anti-inflammatoire. C'est comme on en a besoin, dans le fond, pour récupérer. Donc, c'est pas mauvais en soi, mais c'est vrai que si je suis dans une période, par exemple, de ma vie où je suis très stressée au travail, je suis maman d'un jeune bébé, je dors pas beaucoup mes nuits, je suis bien stressée parce que là, il va rentrer à la garderie. Là, je sais pas, j'ai pas d'enfant, fait que je fais peut-être pas les bons parallèles de temps. Là, la garderie, c'est peut-être pas en même temps que les nuits, mais... Je pense que c'est bon, là, les parents qui sont stressés par rapport à ça. On fait le lien quand même que, tu sais, si j'ai déjà plein d'autres stress, puis qu'en plus, mes entraînements sont tout le temps super intenses, bien, peut-être que je m'aide pas. Peut-être que j'ai besoin d'avoir des entraînements, en fait, un équilibre entre des entraînements. Bien, c'est ça, plus de bouger pour aider à réduire justement notre cortisol, faire en sorte qu'on va, évacuer notre stress, mais sans aller en générer encore davantage. Mais il y a d'autres périodes de notre vie, puis des fois, si on parle aux gens de sexe féminin, bien, il y a notre cycle menstruel, puis c'est zéro mon expertise, fait que je n'irai pas trop loin là-dedans, mais selon le moment de ton cycle, tu peux avoir plus d'énergie, moins d'énergie. Fait que ça aussi que tu peux considérer dans quel type d'entraînement je vais faire. Mais n'arrêtons pas de faire des entraînements intenses à cause qu'on a peur du cortisol puis de gonfler. Puis le volet plus sensation d'être gonflé. Inflammatoire. C'est l'aspect inflammatoire, dans le fond, que ça se peut qu'on fasse un petit peu plus de rétention d'eau. OK. Tout simplement. Puis comment on peut enlever ça? Comment on peut comme pas faire de rétention d'eau? Bien, techniquement, c'est pas mauvais en soi. Ça va faire... L'aspect anti-inflammatoire, puis t'en as besoin pour récupérer puis te reconstruire. Fait que, techniquement, tu peux pas l'enlever. Je comprends. OK. En fait, c'est que ça fait partie du processus de s'améliorer, d'aller chercher cette intensité-là pour sortir de notre zone de confort, pour s'améliorer. Donc, c'est pas quelque chose que tu veux nécessairement enlever. Tu veux peut-être juste
mettons, puis là, ça va être très superficiel ce que je vais dire, mais tu sais, si tu as un événement où tu veux rentrer dans une robe X parce que tu vas dans un mariage ou peu importe, ben peut-être que tu veux faire un entraînement qui va peut-être moins faire en sorte... Parce que des fois, on va vouloir faire un entraînement full intense parce qu'on va se dire on va brûler des calories puis on va avoir l'air X. Ben peut-être que ce timing-là, c'est ça va faire l'inverse. En vrai, je viens d'apprendre pourquoi. Moi, quand je prends des rest days, là, je fais comme des yoga, là, ma journée de rest day, le lendemain de mon rest day, je suis toujours le plus fit. Ah, ben toujours. Voilà. T'es moins stressé. Ah, c'est tellement le fun à savoir. Mais tout le temps, je dis toujours aux gens, prenez des rest days, ça va. Mais oui. Ça fait du bien, là, tu sais, comme... Ça en prend. Ça en prend, puis moi, ça fait vraiment... Moi, je fais comme tu viens de dire, là, pré-événement ou whatever quoi, c'est pas là que je vais faire les gros entraînements, non. Au contraire, je vais privilégier comme des marches. Moi, je fais beaucoup de marches. Je me demande, est-ce que ça aide-tu de venir, mettons, calibrer, justement? Mettons, de dire, OK, je vais faire les entraînements, mon 150 minutes intenses. Mais moi, je fais beaucoup, beaucoup de marches aussi. Ça vient-tu aider à mon cortisol, à tout ça de venir? Probablement, tu sais, genre, je suis pas... comment je dirais ça? Je peux pas dire exactement le pourquoi du comment, mais les deux vont avoir des effets bénéfiques qui sont différents. Donc, j'en déduis que c'est pour ça que les recommandations, tu vas aller chercher autant plusieurs heures d'activité d'intensité plus faible et 150 minutes par semaine d'activité plus intense parce qu'ils vont pas venir avoir les mêmes effets bénéfiques nécessairement. C'est ça. Puis, tu sais, on a dit des chiffres, là, mais gardons en tête que si je pars de « je suis zéro active », ben je suis pas obligée d'aller chercher le 150 minutes semaine 1. Au contraire, c'est ça. Tout progrès vers ces cibles-là peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé. On n'est pas obligé de viser ces chiffres-là, même qu'au contraire, si je ne bouge pas du tout puis que du jour au lendemain, je veux faire 150 minutes d'activité physique intense, je peux tomber dans le surentraînement puis me blesser, ce qui va me ramener à la case départ, peut-être même plus loin que la case départ, parce que là, je n'aurai pas de plaisir à bouger parce que ça va m'avoir fait mal. Ça t'a découragé aussi. Oui. Attends. Quels sont tes trucs et astuces pour optimiser une transition? Ah, c'est super intéressant comme question. Okay. Quels sont tes trucs et astuces pour optimiser une transition de son corps du high après l'entraînement vers le calme pour s'endormir? Parce que j'ai beaucoup de membres qui s'entraînent après le travail, puis même souvent après le souper, parce qu'ils ont des enfants, fait que là, bon, le temps de la routine, de faire dodo, puis là, bon, ben, je m'entraîne. Puis là, la routine vers le sommeil est comme, comment je fais pour passer de, OK, je me souviens de m'entraîner, j'ai sécrété plein d'endorphines, puis là, je m'en vais me coucher. Bien, la première chose, c'est de voir est-ce que j'ai un cool-down, est-ce que j'ai une phase de récupération entre la fin de mon entraînement puis le moment où je vais aller me coucher. Parce que des fois, les gens, ils vont courir, puis je fais partie de ces gens-là. Là, je suis pas quelqu'un qui fait full une longue récupération en finissant ma course, mais j'essaie d'aller courir plus le matin et le midi, fait que j'ai comme en masse le temps pour que ça n'affecte pas mon sommeil. Mais c'est vrai que si tu t'entraînes intense le soir puis que tu n'as pas de période de transition, si on veut, bien, il y a un risque que ça affecte ton sommeil parce que tu as augmenté ta température corporelle, puis tu as aussi augmenté ta fréquence cardiaque, sécrété des hormones en lien avec le stress, etc. Donc, c'est vrai que ça impacte le sommeil par la suite. Donc, d'essayer d'y aller le plus tôt possible, idéalement 2-3 heures avant l'heure que tu te couches. Ça, c'est dans la mesure où ça fait du sens avec ton horaire. Si ça fait pas de sens, bien, d'essayer de prendre soit une douche ou un bain qui va t'aider à te retempérer un petit peu. Là. Je dis pas de faire des bains glacés. Là. Ça va stresser ça aussi. Non, c'est ça, de trouver un juste milieu, peut-être un petit peu moins chaud que d'habitude. Le réflexe de prendre une douche chaude d'habitude, de voir si tu peux réduire progressivement la température, comme après, ça peut peut-être aider. Pas de temps d'écran. Je sais que ça peut nécessairement activité physique ou pas, le temps d'écran, c'est pas l'idéal pour le sommeil. Mais c'est ça. S'assurer d'être bien hydraté aussi, des fois, parce qu'on va se déshydrater à l'entraînement. Est-ce que tu referais, mettons, comme... Tu sais, mettons, moi, quand je joue au deck le lundi soir, ça arrive que je joue vraiment tard. Mais je vais comme adapter toute ma prochaine nuit, mon prochain, comme... Tu sais, le lendemain matin, tout va être comme adapté en fonction de l'heure de mon deck. Si tu as la flexibilité de ton horaire, c'est extraordinaire. OK. Si tu l'as pas, ben tant Monsieur, madame, tout le monde. Mais moi, je me dirais, mettons, si je peux pas m'entraîner, si je m'entraîne vraiment le soir tout le temps, mais je viendrais revoir comme l'heure à laquelle je souhaite me coucher puis l'heure à laquelle je souhaite me lever. Puis, tu sais, soit que tu fais moi, je pense soit que tu fais le matin les choses, ou que tu les fais le soir, mais là, tu recalibres, tu sais, comme ta nuit, puis peut-être que ce serait la meilleure solution pour ces gens-là, parce que je comprends là, que des fois, il y a des gens qui ont essayé le matin puis ça marche juste pas. Que ça ne fait pas dans l'horaire, ou qu'il y a moins d'énergie le matin, ou peu importe. Ou peu importe. Mais tu sais, c'est vrai que physiologiquement, ça peut affecter ton sommeil, mais entre ne pas bouger ou bouger le soir, tu as quand même mieux de bouger le soir. Oui, OK. Ça, c'est tout à fait, c'est sûr. OK, ça, c'est... On me demande, est-ce que s'entraîner ou bouger après une certaine heure peut nuire à la qualité de notre sommeil? Fait que là, tu disais que c'était comme 2 heures. Oui, c'est comme 2-3 heures à essayer dans la mesure du possible, parce que c'est ça que ça prend pour tes hormones à redescendre, ta température corporelle à redescendre, etc. Fait que dans la mesure du possible,
Mais c'est ça. Entre bouger ou pas bouger, on bouge. Exact. Puis, est-ce que... Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, moi, c'est chose bizarre comme question, mais je suis comme... Moi, je dis toujours, fais-le quand ça te donne le plus, mais c'est-tu mieux de bouger le matin, le midi, le soir? Y a-tu vraiment des études qui ont démontré, selon ce que tu as étudié, que c'est mieux le matin, midi ou soir? Ou... Mais le timing de l'activité physique, c'est comme un sujet de recherche, pas de moi personnellement, mais dans mon labo de recherche. Okay. Il s'intéresse beaucoup à ça. Puis, mettons, dernièrement, ce qui était plus publié, c'est qu'il y aurait un peu plus d'avantages le matin. OK. Plus les femmes que les hommes. On serait comme plus influencés par le timing dans la journée. Mais, encore une fois, c'est pas des gros pourcentages de différence, là. C'était quand même assez minime. Donc, si ça fait pas de sens dans mon horaire, qu'il faut que je chamboule au complet ma routine familiale pour être capable de bouger le matin versus le soir, il faut y aller dans le comment on se sent aussi. Il y a des gens qui sont plus de matin, des gens qui sont plus de midi. Il faut y aller avec notre corps, notre rythme circadien, notre rythme de vie, puis après ça, trouver le meilleur moment qui fit puis qui va faire que je vais bouger à long terme. OK. Bon, il y a quelqu'un qui a demandé combien d'entraînements de 15-30 minutes devrait viser, mais finalement, c'est 150 minutes total. En théorie, oui. En théorie, parce que c'est comme tu dis, il y a des gens qui partent de zéro, à un moment donné, ça va être difficile. Après ça... Puis là, dans le fond, elle dit que son travail consiste à marcher quelques kilomètres par jour. Mais ça rentre dans le concept d'activité le plus d'heures possible. Le plus d'heures, à moins que son travail... Parce que des fois, il y a des gens qui travaillent, mettons, dans des usines, qui fait super chaud, que tu transportes des trucs lourds. Tu sais, si le fait que tu marches beaucoup génère une fréquence cardiaque qui est élevée puis que tu es essoufflé quand tu marches pour X, Y, Z raison, bien, ça se peut que ça rentre dans ton 150 minutes. Fait que ça dépend, là, mais si tu marches beaucoup, bien, tu as peut-être plus besoin de travailler ton intensité puis ton renforcement musculaire, exactement, et pas plusieurs heures par jour d'intensité faible. Puis, tu as donné tantôt des trucs, là, tu disais de se lever justement de son bureau puis tout ça. Est-ce qu'il y a comme... Tu sais, on t'a dit, OK, fais 2-3 squats, va aux toilettes, puis tout ça. C'est une question. Mettons, bouger sur place puis bouger en mouvement, ça fait une différence? Bonne question. Bien, tu sais, c'est sûr que si tu bouges sur place, tu vas pas aller utiliser les muscles, mettons, qui vont faire en sorte que tu vas te projeter vers l'avant ou même de côté. Fait que, tu sais, tu as peut-être un petit peu plus de gain à aller chercher du mouvement, mettons, en termes de déplacement. Mais honnêtement, déjà, de prendre le temps de te lever de ta chaise puis de faire des étirements, juste de changer de posture, c'est quand même mieux que de ne pas bouger du tout, là. Je comprends. Puis là, peux-tu m'expliquer justement comment le mouvement physique vient comme vraiment influencer, tu sais, comme mon stress, là. Je pars de genre, je suis en train d'être à mon ordi, ça fait 4 heures, puis là, je fais un mouvement physique. Comment ça l'influe sur mon stress que je viens de vivre ou que je suis en train de vivre? Bien, il y a l'aspect, mettons, sécrétion d'endorphines, donc les hormones du bonheur, mais ça, c'est si je vais chercher une certaine intensité. Tu sais, je ne vais pas sécréter d'endorphines si je fais 3-4 squats puis que je me rassois. Ça prend, je ne me rappelle plus c'est quoi exactement, là, mais si je me souviens bien, c'est autour de 10, 15 minutes, 20 minutes à une certaine intensité pour aller sécréter des endorphines. Donc ça va être plus notre fameux 150 minutes par semaine. Là, donc d'aller chercher des moments dans ma semaine où je vais sécréter plus d'endorphines, bien, ça va m'aider à me sentir mieux parce que ça a un effet un peu analgésien, l'endorphine. Ça va réduire un petit peu la douleur. Fait que c'est ce qui permet des fois d'aller un petit peu plus loin. C'est le fameux runner high qui fait en sorte qu'on est donc bien puis on sent plus qu'on est essoufflé ni rien. Fait que ça va avoir un effet positif parce que tu vas te sentir bien. Fait que ça va contrebalancer l'effet du stress. Et quand on parle plus, mettons, de me lever puis de bouger sans nécessairement aller chercher une certaine intensité, bien, c'est plus au niveau du cortisol que bien, ça peut m'aider à réduire mon taux de cortisol en circulation et venir un petit peu contrebalancer l'effet du stress. Mais il y a le concept, là, j'ouvre une grosse parenthèse qu'il va falloir peut-être que tu me ramènes, là, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais l'exercice, on parle souvent de manger ses émotions, puis que c'est pas bien, etc., etc. On en a parlé dans l'autre épisode, mais c'est un outil comme un autre. L'activité physique aussi, c'est un outil comme un autre. En ce sens où il y a des gens que, à chaque fois qu'ils vivent une émotion désagréable, négative, il faut absolument qu'ils aillent courir 10 km. C'est bon dans la mesure où, si tu es blessé, as-tu d'autres outils pour évacuer ton stress? Ça peut devenir problématique. Sinon, puis si le fait de ne pas pouvoir aller bouger parce que tu es stressé génère encore plus d'anxiété, c'est comme un cercle vicieux. Des fois, on a tendance à comme donner deux auras différentes, genre manger, c'est mal, bouger pour évacuer son stress, c'est bien, mais les deux, c'est des outils c'est ça. À considérer puis à faire attention parce que juste utiliser cet outil-là tout seul... C'est comme une obsession. Là, exactement, ça peut devenir problématique.
j'ai l'impression que j'ai jamais vécu... Je me suis jamais blessée au point que je pouvais plus bouger, mettons, depuis que je m'entraîne, depuis les 11 dernières années. Mais je pense que... Tu sais, moi, j'essaie de penser, si j'étais une personne à la maison là, qui peut pas bouger son 150 minutes pour une blessure X, je vais trouver d'autres manières qui viennent comme diminuer ton stress. Là. Il y en a... Moi, je pense que je ferais du casse-tête. Là. Parfait, ça. Je pense vraiment que je me mettrais à faire bien des casse-têtes. Dessiner des petits mandalas. Ouais, vraiment. Je pense que je serais cette personne-là. Jeux de société aussi. Oui, vraiment. Mais je pense que c'est de trouver, comme tu dis, d'autres outils. De développer d'autres outils que juste le sport. Parce que je connais des gens, je pense à vraiment des gens en particulier, là, comme à Caro, elle va se reconnaître, que cette personne-là est passée de inactive totalement à... Elle me demande souvent des questions sur le surentraînement. Elle se demande si elle est en surentraînement parce que justement, ça lui a tellement apporté de positif que c'est comme si maintenant, c'est jamais assez, comme une espèce de drogue. Oui, c'est vrai. Puis comment ça se fait que ça devient comme une drogue? C'est à cause des endorphines, des hormones? Oui, puis tu sais, le sentiment d'accomplissement, de se dépasser, de voir sa progression, il y a comme plein d'effets bénéfiques, mais... Là où on peut, mettons, les signes et symptômes qui peuvent nous faire voir qu'on a peut-être un surentraînement ou qu'on est en processus d'aller vers ça, bien, si ça nuit à notre sommeil, fait que dans ton cas, t'es correct. On a compris que le sommeil, ça va bien. Fait que ça peut impacter le sommeil. Si on est plus irritable, donc si... D'habitude, on ne pognerait pas les nerfs, puis là, on a le goût d'arracher les murs, ça peut être un indicateur. Si on est courbaturé, mais longtemps, on n'est pas obligé d'être courbaturé, pour qu'un entraînement ait été efficace. Il faut s'enlever cette préconception-là. Je suis raqué, fait que ça a bien été, puis je suis pas assez raqué, je me suis pas assez donné. C'est pas vrai. Mais si je suis raqué plusieurs jours, puis que d'habitude, c'est un entraînement que l'intensité n'était pas tant que ça, donc si je récupère pas bien, donc ces genres d'indicateurs-là qui peuvent nous mener la puce à l'oreille, qui fait en sorte que peut-être qu'on a besoin de prendre des rest days, des journées. Puis, tu sais, rest day, on peut faire des activités genre de la marche, du yoga. On n'est pas obligé de pas bouger du tout, mais au moins d'aller avec quelque chose de moins intense. Parce que notre corps, oui, c'est bon de le bouger, mais il y a un point où c'est comme pas assez. Oui. Puis pour les gens que c'est pas assez, c'est quoi que tu suggères de faire pour comme en rajouter? Puis des gens qui, tu sais, comme... Là, je sais pas, c'est un autre sujet, la motivation, puis tout ça, mais vraiment comme d'intégrer de l'activité physique pour quelqu'un qui se dit, qui écoute cet épisode-là, puis qui fait « Ouais, je suis loin de son 150 minutes, puis je suis loin de son nombre d'heures d'activité. Oui. » Ça serait quoi tes trucs? Bien, la première chose... On va finir là-dessus avant les questions rafales. OK. Fait que, tu sais, la première chose, c'est de voir pourquoi je bougerais. Fait que là, j'ai comme pas le choix de rentrer dans la motivation pareil. Le pourquoi j'ai envie d'augmenter mon volume d'activité physique dans ma semaine. Est-ce que c'est parce que je veux éviter les maladies chroniques dans X nombre d'années ou est-ce que je pense vraiment que ça peut m'aider? Fait que, tu sais, d'aller chercher une motivation qui est, on va dire, intrinsèque, fait qui est interne à moi, qui fait que je le ressens, que ça me fait du bien là, maintenant, et non pas pour dans le futur ou pour me donner bonne conscience, pour alimenter mon Strava. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu l'essayes pour le savoir. Oui, exactement. C'est ça le problème. Tu le sauras pas tant que tu l'as pas vécu. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, le devoir là, que je vous donnerai tantôt, là, ben, que je vous donne là, dans le fond, c'est de tenir peut-être un journal pour voir, parce que si, à chaque fois que je fais de l'activité physique, c'est vraiment intense, c'est genre je m'inscris à un gym, je fais une classe, puis que je suis brûlée en sortant, bien, ça se peut que je ne le ressente pas, l'effet qui est le fun de l'entraînement parce que j'ai été all-in. Peut-être que je peux y aller plus progressivement puis de mesurer comment je me sens avant, comment je me sens après pour voir c'est quoi que j'ai gagné puis de se laisser l'ouverture d'essayer différents types d'activités. Fait que se poser les questions, est-ce que j'aime mieux bouger avec des gens ou j'aime mieux être seule? Est-ce que j'aime mieux bouger à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que j'aime mieux des activités où il y a un but, c'est-à-dire qu'on peut gagner que j'ai une balle, etc. Ou est-ce que j'aime mieux bouger de façon non structurée, genre aller en randonnée en forêt? T'sais, de se poser des questions, ça va nous aider à orienter un petit peu c'est quoi le type de mouvement qui a le plus de chances de répondre à mes préférences. Puis de se rappeler que c'est pas grave qu'on soit poche. Hein. Moi, j'ai commencé à jouer au tennis avec mon chum, j'avais genre 28 ans, j'avais jamais joué, j'étais vraiment archi nulle. À côté, il y avait un petit gars qui prenait un cours avec un monsieur qui était super bon, puis moi, je faisais juste courir à droite puis à gauche. Puis quand j'ai réussi à la taper, j'étais vraiment contente. Bien, il faut pas avoir peur du ridicule, parce que bouger, ça veut pas dire performer. Là. Non, exact. Puis justement, moi, j'ai commencé à jouer au deck, le monde sait ça, tout le monde le sait. Là. Je pensais que j'étais droitière, bâton genre à droite. Je le mettais toujours à gauche, je le mettais à l'envers. La palette à l'envers. Mais comme j'ai commencé push, puis comme tu dis, on va tout commencer push, mais j'aime beaucoup ton analyse de faire le comparatif de tout ce qui existe en termes de façon, tu sais, intérieur, extérieur. Tu sais, moi, je vois aussi ça comme maison gym, tu sais, comme ça aussi. Là, moi, je dis tant aux gens, ça me dérange pas que vous n'utilisez pas mon app tant que tu bouges. Tu sais, tant que tu es content de bouger, puis que tu aimes ça, puis que ça te motive,
je suis vraiment contente, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est de trouver qu'est-ce qui te convient, mais souvent, les gens savent pas comment trouver parce qu'ils savent pas, OK, quoi analyser, mais là, je trouve que tu as vraiment bien donné ça. Tu sais, t'aimes-tu ça à finir une game puis qu'il y a un gagnant, un perdant? Comme moi, au deck, là, c'est le fun. C'est mon seul truc dans ma semaine que je gagne quelque chose, là, je gagne la victoire ou non, là, puis je trouve ça le fun. Tu sais, c'est comme... L'esprit d'équipe aussi. Ouais, l'esprit d'équipe est tellement... Il y a plein de filles dans mon équipe de deck qu'avant de jouer au deck, ils n'étaient pas sportifs. Comme, ils n'avaient pas fait de sport depuis longtemps, ou ils étaient, tu sais, pas des athlètes vraiment, là. Il y en a qui jouent genre 2-3 fois semaine maintenant, là. Comme au deck, là, ils se sont inscrits à plein de ligues, puis à plein d'équipes, puis tout ça, puis c'est rendu comme une passion, là. Mais tu sais, c'est ça, faut qu'ils le découvrent, faut qu'ils l'essayent, tu sais. Oui, puis tu sais, quand on est jeune, on joue. Fait qu'on bouge en jouant. En devenant adulte, on a comme oublié ce plaisir-là de comme ça n'a pas besoin d'être structuré avec un but spécifique, comme bouger pour bouger, c'est vraiment correct. Puis, tu sais, des fois, c'est pas que l'activité où on bouge qui compte, mais c'est d'intégrer, mettons, le fait de bouger dans quelque chose qui a de l'importance pour nous. Je m'explique. Mettons que pour moi, l'environnement, c'est super important. Bien, peut-être que je peux contribuer en allant ramasser les déchets dans le parc de mon quartier. C'est lié avec mes valeurs intrinsèques. Genre, moi, je trouve ça satisfaisant de voir le gros sac de déchets que j'ai ramassé. J'ai bougé, mais je ne l'ai pas fait pour moi, pour bouger. Je l'ai fait parce que je contribuais à mon quartier. Oui, c'est un bon point. Question à rafale. Ta suggestion de lecture? J'avais pensé à Tout le monde aime danser de Chloé Rochette. On me l'a suggéré. Ouais. C'est bon. En fait, sur Goodreads, il y a des vraiment bons reviews. Là. Je sais pas si tu connais Goodreads, là, mais, non, mais c'est un genre d'application de lecture. Là, puis tous les livres sont là-dessus. Puis il y a vraiment... Mais on dirait que moi, quand je lis la description, je comprends pas c'est quoi le livre. C'est un peu... T'as-tu lu celui de Karine Gravel sur de la culture des diètes à l'alimentation? Je l'ai suggéré 800 fois, je pense. OK, il n'est pas structuré exactement de la même façon, mais c'est dans le même style, mettons. Okay. C'est pas des recommandations spécifiques, c'est comme plus un plaidoyer avec comme des... OK. Mais je l'ai pas lu au complet, fait que pour être bien honnête... Mais ça va être déjà dans mes want to read. Là, mais... c'est ça. Moi aussi, il faut que je trouve le temps de finir de le lire, mais à date de ce que j'ai lu, c'est vraiment plus comme pour démocratiser, si on veut, rendre plus accessible, puis comme libéraliser le mouvement, tout le monde aime danser, bien justement, tu n'as pas besoin que ce soit structuré, que ce soit comme un entraînement prescrit, mais plus comme lâcher ton fou. Okay. Fait que lui, puis l'autre que j'avais pensé, bien, c'était un peu plus par rapport au stress, vu qu'on avait le volet du stress, c'est Par amour du stress de Sonia Lupien. Mais ça, tout le monde le suggère, il faut que je le lise aussi. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis pas une personne tant stressée, qu'on dirait que je suis comme, pourquoi je lirais ce livre-là, mais je pense que pour mon discussion personnelle, il faudrait que je le lise quand même. Ben, en même temps, si c'est pas un besoin que tu as pour toi et que tu as déjà une liste de livres... Oui, j'en ai tellement de livres à lire, c'est épouvantable. Vas-y par priorité. Suggestion podcast, on en a nommé toutes deux dans l'autre qu'on vient de faire, mais t'en as-tu d'autres pour... L'état de jeu de Chloé Rochette puis Marie-Philippe Jean, justement, Happy Fitness. Puis, c'est pas nécessairement un podcast, mais c'est Catherine Raymond, qui est une étudiante de Sonia Lupien, justement, comme Sonia Lupien étant une chercheure dans le milieu du stress. Oui. Fait que Catherine Raymond et Sonia Lupien, ils ont été invités sur différents podcasts, donc les podcasts où elles participent, notamment Catherine, moi je l'avais reçue dans le cadre de mon projet de doc, puis elle vulgarise super bien c'est quoi le stress, puis fait que, elle a participé à Parle-moi de santé, donc cet épisode-là. Puis sinon, je crois que Sonia Lupien a participé à Sans filtre. Oui, fait que ces deux-là seraient intéressants également. OK. Ton meilleur conseil de bien-être? De ne pas se mettre de pression, tu sais. Je sais qu'on a parlé de chiffres pour se donner une idée de grandeur, mais dès qu'on essaye d'intégrer quelque chose, allons-y un petit pas à la fois. On a parlé de 3 habitudes, sommeil, activité physique, temps sédentaire. Bien, si pour moi, en ce moment, j'évalue que c'est mon sommeil, bien, je peux me concentrer sur essayer de me coucher une demi-heure plus tôt, d'y aller un petit pas à la fois, peu importe quel qu'on décide d'adresser, puis de ne pas se mettre de pression d'atteindre spécifiquement les cibles, mais plus d'essayer d'améliorer puis voir comment on en tire des bénéfices là, au final. Si on veut te trouver sur les réseaux sociaux, les internets, on te trouve où? À plusieurs endroits. karinepaiement.ddp sur Instagram. Également Nutrition Chichi et Endorphine Nutrition sur Instagram. Fait que volet plus nutrition sportive ou volet plus relation avec la nourriture, maladie chronique, etc. Et même chose sur Facebook, Endorphine Nutrition Sportive, Nutrition Chichi. Et nos sites web, cliniquenutritionchichi.com, endorphinenutrition.com. Merci beaucoup. Merci à super toi. Intéressant. Je partage. Bonne journée tout le monde.